OK. Bon, mais je viens de débuter l'enregistrement. Je vous souhaite la bienvenue là, pour la rencontre d'information AEC et assurance de dommages. Mon nom est Caroline Bouchard, conseillère pédagogique à la formation continue. Je suis accompagnée de François Saint-Vincent, qui est enseignant dans le programme là, en assurance. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, parfait. Donc, ce soir, ce qu'on va vous donner comme information, on va vous donner toute l'information en lien avec les conditions d'admission du programme, les coûts de la formation, à quoi ça peut ressembler un horaire de cours quand on est dans une attestation d'études collégiales à temps complet durant là, une année. On va vous parler des contenus du cours. On va vous parler aussi de c'est quoi comme implication quand je suis étudiant à la formation continue. On va vous donner l'information sur la profession aussi, l'autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est exactement? La présence au cours et comment, dans le fond, s'inscrire à la formation. Donc, dans un premier temps, pour être admissible à une attestation d'études collégiales, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au collégial, on a deux types de diplômes. Les diplômes d'études collégiales, qui sont d'une durée de 2 à 3 ans en fonction d'un programme préuniversitaire ou technique. Et nous avons aussi les attestations d'études collégiales. Les attestations d'études collégiales, principalement, c'est destiné à une clientèle adulte. Donc, la personne doit avoir le diplôme d'études secondaires ou il y a des gens qui ont fait l'attestation d'équivalence de niveau secondaire. Pour les gens qui sont nés, qui ont fait des études à l'extérieur du Québec, à ce moment-là, ça prend l'évaluation comparative là, du MIDI, donc du ministère de l'Immigration. Chacun peut avoir un profil scolaire, principalement, c'est ça. Ça peut arriver qu'il y a des gens qui ont un profil scolaire peut-être autre. Donc, là, c'est plus, on va rentrer un peu dans le dossier individuel de chaque personne. Donc, si vous avez un profil autre que ce que j'ai nommé, ça, on peut le regarder là, à la fin de la rencontre ou je vais vous donner mes coordonnées aussi là, tantôt dans la discussion là, pour que vous puissiez communiquer avec moi. Tantôt, je disais, bon, ce n'est pas destiné à une clientèle qui sort du secondaire parce qu'il faut avoir interrompu ses études à temps complet pendant au moins une année consécutive ou avoir fait une année d'études post-secondaires. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui a fini son secondaire, a fait 2 sessions au cégep, est admissible à une attestation d'études collégiales. Une personne qui vient de terminer son secondaire 5 au secteur jeune ne peut pas être admissible tout de suite à une attestation d'études collégiales s'il n'a pas rempli l'une des conditions là, qui est mentionnée. Au niveau des coûts de la formation, tantôt, là, on va vous présenter la séquence, donc comment est divisé tout l'ensemble des cours de la formation. Mais ce qu'il faut prévoir en termes de frais de scolarité, c'est environ 225 $ par session. Vous allez avoir 3 sessions, dans le fond, de paiement pendant la formation. La différence, peut-être pour des gens qui ont fait des études collégiales, vous voyez que je parle en termes, nous, on a dans la formation, on a 4 modules. On va fonctionner par module, mais au niveau du paiement, c'est un peu différent. Là, c'est au niveau en termes de session. C'est pour ça qu'il y a un module, là, deux modules qui sont jumelés ensemble, qui en fait un paiement. Fait que prévoyez des frais de 225 $ par session 3 fois durant votre formation. En assurance de dommages, je vous dirais ce qui est le plus dispendieux, c'est les volumes. On travaille avec les volumes qui sont produits par l'Autorité des marchés financiers dans la majorité des cours, pas tous les cours, mais lorsque il y a un examen à l'Autorité des marchés financiers qui est requis, il y a toujours un volume qui est utilisé là, dans le cours. Donner un exemple, en assurance bien, donc qui est l'assurance de l'habitation, à ce moment-là, on a une série de volumes. Il y a un examen à l'Autorité des marchés financiers, donc on a une série de volumes que les enseignants utilisent dans le cadre des cours. Parce que ces volumes-là, ben, c'est des volumes de référence, mais aussi que vous allez pouvoir les utiliser quand vous allez passer vos examens à l'Autorité des marchés financiers.
Donc, il faut prévoir environ 1300 de volume pour l'ensemble de la formation. Parce que quand on achète on pourrait dire en plusieurs tomes de volume, là, c'est environ une centaine de dollars là, on va dire, des briques de volume euh, pour plusieurs des cours là, du programme. Au niveau de l'horaire des cours, les cours se donnent 2 jours. C'est une formation qui est offerte 2 jours en présentiel. Donc, ce n'est pas une formation en ligne qu'on offre présentement. Il faut être disponible du lundi au vendredi entre 8 heures et 18 heures parce que l'horaire principalement du cégep, c'est entre 8 heures et 18 heures. C'est certain que les horaires, ce qu'on tente de faire, c'est de débuter le matin vers 8h55 pour terminer environ à 16h10 au plus tard. Je vous mentionne 18 heures parce que ça peut arriver des fois, dans plusieurs de nos cours, on a besoin de laboratoires informatiques et c'est, on pourrait dire, une limitation au niveau des laboratoires informatiques, ce qui fait en sorte que des fois, on est obligé de déroger du 16h10 là, pour permettre d'utiliser des laboratoires informatiques. Donc, c'est certain que pour les gens qui ont des enfants, il faut peut-être prévoir un plan B des fois. S'il y a une journée que vous terminez à 18 heures, vous commencez à 8 heures pour vous permettre là, d'être à vos cours. C'est pas, comme je vous disais, c'est pas à tous les jours, c'est pas à toutes les semaines, mais ça peut arriver durant la formation. On vous a mis un exemple, dans le fond, de ce que ça peut ressembler, un horaire. Vous voyez, là, ça, c'est ceux qui ont mis un horaire qui était un petit peu, qui avait beaucoup de périodes de travaux pratiques. OK? Par contre, on tente de faire quand on fait la création d'un horaire, c'est que vous ayez tout le temps dans votre semaine au moins 2 périodes de travaux pratiques. Fait que retenez qu'en général, vous avez soit entre 21 et 24 heures de cours là, par semaine. C'est à peu près ça, là, la moyenne. Ça peut arriver que des fois, vous voyez on est pendant 4 semaines qu'on a 24 heures, une autre semaine, on a un 21 heures. Donc, il faut prévoir là, pour ça que ça peut être du lundi au vendredi aussi. Les périodes de travaux pratiques, c'est des périodes pour vous permettre de faire vos lectures, de vous permettre de faire des exercices, d'étudier en vue d'un examen, faire des travaux. Ce n'est pas des périodes que vous avez à vous déplacer là, au cégep. C'est des périodes pour vous à utiliser en plus là, de vos heures de cours. Ça, je vais revenir un peu tantôt là, au niveau qu'est-ce que ça peut représenter parce qu'il ne faut pas penser qu'on va être en classe 21-24 heures semaine puis que par la suite, on n'a pas autre chose à faire à la maison. On est dans des études de niveau collégial, des études supérieures, postsecondaires, donc c'est important là, qu'on ait l'heure juste. C'est ce que je veux faire ce soir aussi, vous donner l'heure juste. Je vais vous parler un peu de comment est organisé. Tantôt, je vous parlais des modules. Donc, voici les 4 modules. Pour chacun des modules, vous avez 4 cours. Donc, les 4 cours sont donnés en même temps. Si on regarde le module 1, qui est d'une durée de 11 semaines, vous avez 4 cours durant ce module-là. Donc, ça veut dire que ces 4 cours-là vont revenir à chacune des semaines pendant 11 semaines. Fait que quand vous avez des examens, ça se pourrait que vous avez des examens de mi-session, de fin de session. Vous avez 4 cours de front là, où vous allez avoir des évaluations qui peuvent peut-être arriver. Là, souvent, des fois, ça arrive tous dans la même semaine. La formation comme telle, je vais vous donner les dates. Donc, elle est du 10 octobre 2022 au 29 septembre 2023, qui est, si vous regardez, là, presque un 12 mois. Durant cette période-là, vous avez 2 semaines de congé à Noël. Donc, du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023, vous êtes en vacances.
Et par la suite, il va y avoir un autre 2 semaines de vacances du 24 juillet au 4 août 2023. Fait que je sais qu'il y a peut-être des gens qui sont avec Service Québec ou avec, vous faites des démarches des fois d'orientation avec d'autres conseillers en emploi, possiblement qui vous demandent là, de fournir ces informations-là pour pouvoir compléter votre dossier. C'est une formation qui est intensive. Vous voyez là, qu'on arrête comme 4 semaines pendant notre année. Entre chacun des modules, on n'a pas d'arrêt. Donc, on termine un module un vendredi, on recommence le suivant le lundi. Des fois, on n'a même pas nos résultats de ces cours-là qu'on en commence d'autres. Fait que vous avez vraiment vos 4 modules de cette façon-là. Tantôt, je vous parlais des heures de cours, mais aussi des heures d'investissement qu'on doit mettre à la maison. Si on reprend le premier cours Assurance bien et responsabilité civile des particuliers, vous voyez que c'est un cours de 60 heures. Il y a une petite pondération à côté 2, 2, 3. Ce qui veut dire que si j'ai 4 heures de cours dans ma semaine en assurance bien et responsabilité, je dois mettre à la maison 3 heures pour ce cours-là dans cette même semaine-là. Fait ainsi de suite, comme vous voyez, à chacun des cours, norme de prévention relative au bâtiment, si j'ai 3 heures dans ma semaine, comme on est en accéléré, nous, ça se pourrait bien que norme de prévention relative au bâtiment, bien, vous ayez 6 heures de cours. Il y a une semaine que vous allez avoir 6 heures de cours. Donc, dans cette semaine-là, il faut prévoir que si on a 2 heures pour un 3 heures, donc fois 2, on a un 4 heures que je dois mettre à la maison. Fait que c'est important là, de planifier dans sa semaine du temps. C'est-tu le soir? C'est-tu la fin de semaine? Je sais, des fois, il y a des gens qui disent est-ce que je vais pouvoir travailler en même temps? C'est possible, mais ça demande quand même une organisation. Puis on ne peut pas prévoir, il y a des gens, les travaux pratiques ne sont pas à chaque semaine la même journée. Donc, c'est sûr que votre horaire, vous l'avez 2 semaines à peu près avant de commencer chacun des modules. Fait que c'est là que vous pouvez prévoir, par exemple, vous savez par contre pour 11 semaines, c'est quoi votre horaire. Il peut y avoir des fois des moments où on a un imprévu, un enseignant malade, une tempête de neige, un manque d'électricité. Bien, à ce moment-là, quand le cours est annulé, bien, on le reprend dans nos périodes de travaux pratiques. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des questions sur ça jusqu'à maintenant? OK, parfait. Donc, Tania, est-ce que tu as une question? Non, parfait. Donc, François, je vais te laisser la parole, puis pour nous parler, là, dans le fond, des cours, à quoi ça peut ressembler un peu le contenu, qu'est-ce qu'on voit dans ces cours-là, puis dans le programme en particulier, puis peut-être nous parler aussi des champs, hein. On a plusieurs particuliers, on a particulier et on a entreprise aussi en intégrant ces 2 volets-là aussi. Absolument. Alors, bonjour tout le monde. Donc, mon nom, c'est François Saint-Vincent. Je suis un enseignant à l'AEC, mais je suis également directeur général pour une compagnie d'assurance. Donc, plus tard, si vous avez des questions en lien avec l'industrie, ça me fera plaisir aussi de pouvoir y répondre. Alors, comme Caroline le disait, évidemment, il y a un investissement de temps assez important pour suivre cette AEC-là, mais définitivement, je ne sais pas, Caroline, si c'était quelque chose que tu voulais aborder éventuellement, mais le taux de placement est vraiment excellent. Il faut comprendre que dans l'industrie, comme à peu près dans toutes les industries actuellement, il y a un très, très, très grand manque d'employés compétents. Et donc, c'est des belles conditions d'emploi. C'est quasi assuré qu'on peut se trouver un emploi là, très, très intéressant à la sortie de l'AEC, évidemment, avec la réussite qui va avec. Donc, pour ce qui est de la première session, on a le premier cours qui est Assurance bien et responsabilité civile des particuliers. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est un cours d'assurance habitation. Donc, vous apprenez à pouvoir proposer les produits d'assurance habitation à une clientèle, donc à comprendre les différents contrats d'assurance habitation, donc propriétaire occupant, locataire occupant
copropriétaire occupant. Donc, c'est un cours qui est très, très, très intéressant. Vous apprenez vraiment des choses très, très, très intéressantes au niveau de l'assurance habitation. Ensuite, vous avez intégration professionnelle dans un environnement informatisé. Donc, c'est un cours, bien évidemment, vous comprenez que comme bien des domaines maintenant, l'assurance, c'est un domaine où tout est devenu informatisé et assez rapide. Donc, c'est important pour vous de pouvoir voir en réalité dans ce cours-là les différents logiciels qui sont utilisés dans le domaine de l'assurance de dommages. Donc, ensuite, vous avez normes de prévention relatives aux bâtiments. Vous apprenez un peu en réalité ce qu'est la mécanique des bâtiments, qu'est-ce qui peut faire défaut, comment un assureur peut proposer à sa clientèle de faire des améliorations pour éviter des réclamations éventuelles. Et vous avez également un cours qui s'appelle Notion de droit en assurance de dommages. C'est un cours que j'ai le plaisir de donner depuis quelques années. Donc, on voit dans ce cours-là tout le côté légal autour des contrats d'assurance, mais également sur les codes de déontologie régissant la profession, soit de courtier en assurance de dommages, d'agent en assurance de dommages ou encore d'expert en sinistre. Donc, c'est les 4 premiers cours auxquels vous aurez à assister lors de la première session. Il faut comprendre que ce qu'on fait, c'est de l'assurance de dommages. Les gens, des fois, vont confondre avec l'assurance vie. C'est deux domaines complètement différents. Donc, ici, c'est de l'assurance de dommages. Ce qu'on fait, c'est qu'on assure des maisons, on assure des autos, on assure des commerces et on assure aussi la responsabilité civile des individus et des entreprises. À la sortie de cette AEC-là, après être allé en réalité passer les examens de l'Autorité des marchés financiers, bien, vous êtes soit un agent en assurance, soit un courtier en assurance, ou encore vous êtes un expert en sinistre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Pour le volet profession, un petit peu plus tard, on va revenir, on va vous présenter des statistiques, puis un peu faire la différence aussi entre agent, courtier, expert en sinistre. On va vous davantage là, aller un petit peu plus loin dans ça. Parfait. Donc, il n'y avait pas de questions, Caroline? Moi, je ne les vois pas, là. Très bien. Donc, deuxième session, vous avez un cours qui s'appelle Analyse de risque en assurance des particuliers. C'est un cours que moi, je donne à la deuxième session. Ce que c'est, en fait, c'est qu'on vous montre à être en mesure de faire une soumission d'assurance automobile et habitation avec le logiciel de calcul le plus utilisé dans l'industrie. Alors, le Cégep de Saint-Jérôme a ceci de très fort, c'est que lorsque vous sortez du AEC, les employeurs qui ont l'habitude d'embaucher les finissants du Cégep de Saint-Jérôme ont comme commentaire que nos gens sont vraiment très prêts, très, 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 très bons justement à être en mesure de faire ce type de travail-là. Donc, on vous montre carrément à faire une soumission d'assurance auto et habitation. Vous sortez et vous êtes pratiquement prêt. Ensuite, il y a le cours d'assurance automobile des particuliers et des entreprises. Donc, le nom le dit, c'est le cours où on vous apprend qu'est-ce que c'est l'assurance automobile, comment ça fonctionne, quelles sont les différentes protections, comment vous pourriez donc être en mesure de proposer des produits d'assurance automobile à des particuliers, mais également à des entreprises. Vous avez un cours de comptabilité financière, donc vous apprenez l'aspect comptable d'une entreprise. Et ensuite, vous avez introduction à la communication d'affaires en anglais en assurance de dommages. C'est un cours où, évidemment, le nom le dit, c'est l'introduction au langage d'affaires qui est utilisé dans le domaine de l'assurance. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ajouterais peut-être la particularité, vous allez voir, là, on a 3 cours d'anglais dans le programme. C'est un choix qu'on a fait.
On est habitué avec les multiniveaux. L'enseignante qui donne les cours d'anglais depuis plusieurs années, a des gens autant qui sont de base en anglais, qui sont bilingues, mais elle sait adapter, dans le fond, l'enseignement là, pour que chacun puisse prendre son compte là, à l'intérieur de ça, puis faire des apprentissages aussi là, en anglais. Il y a des gens qui disent oh, moi, j'ai de la misère à dire quelques mots en anglais. Ben, on a eu des beaux succès là, de gens là, qui ont appris l'anglais, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que par la suite, les employeurs, quand vous pouvez suivre des cours de formation aussi en anglais. Qui sont souvent là, payés par l'employeur quand c'est une demande qui veut que vous parfaire l'anglais aussi. Je te laisse continuer, François. Parfait. Donc, à la troisième session, communication d'affaires en anglais en assurance de dommages. Comme Caroline le disait, c'est que le cours d'anglais, moi, je trouve ça fantastique, c'est qu'il est vraiment basé sur le langage utilisé dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est très réel ce que vous allez voir. Vous avez un cours de communication et vente en assurance de dommages. Donc, je disais qu'à la deuxième session, on vous montrait comment faire une soumission d'assurance auto et habitation sur le logiciel de calcul utilisé dans l'industrie. Mais encore faut-il, après ça, être capable d'enrober tout ça et d'offrir une expérience client, d'être capable également d'expliquer les protections clients, de contrer les objections quand le client a une objection. Donc, c'est un cours encore là qui est très, 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 très proche de la réalité. Vous avez également un cours qui s'appelle Dommages directs et indirects et autres produits complémentaires. En réalité, c'est de l'assurance des entreprises. Donc, ça peut être extrêmement intéressant de voir comment on assure une entreprise dans le domaine de l'assurance de dommages. Évidemment, ce n'est pas tout à fait comme assurer une maison. C'est de façon générale plus complexe et encore là, c'est un cours qui est très intéressant. Et vous avez également dans le module 3, règlement d'un sinistre, donc le nom l'indique. Donc, pour ceux et celles qui auraient comme objectif de devenir des experts en sinistre, c'est un cours évidemment qui est très, très intéressant. Ce qu'il faut comprendre, même si quand vous voulez être expert en sinistre, toutes les notions précédentes doivent être acquises. Parce qu'un expert en sinistre doit bien comprendre tout ce qui est l'assurance habitation, l'assurance auto, le code de déontologie. Donc, vous devez passer par les autres cours là, du programme là, pour en arriver au cours de règlement de sinistre. Et d'ailleurs, il y a des préalables pour pouvoir faire le cours de règlement d'un sinistre. Il faut avoir réussi les cours là, d'assurance auto, assurance habitation aussi. Exact. Tous ces cours-là sont interreliés et que votre choix soit de devenir expert en sinistre ou agent d'assurance ou courtier d'assurance, tout ça est important à savoir. Donc, pour bien régler une réclamation, encore faut-il comprendre c'est quoi les bases de l'assurance automobile et habitation. Et pour proposer des produits et conseiller son client lorsqu'il vit un sinistre, encore faut-il comprendre quel est le rôle de l'expert en sinistre. Donc, tout ça est interrelié, tout ça fait son sens. Avant que tu continues, François, j'avais une question dans le chat. Oui, effectivement, on parle de modules depuis tantôt. J'ai parlé de session pour le paiement. Donc, nous, on fonctionne par module, mais si je me permets, si vous voyez le module 1 à côté, vous voyez A22. Donc, là, c'est de la session d'automne 22. C'est un petit peu administratif comme principe. Donc, ce qui veut dire qu'à module 1, qui est à l'automne 2022, vous allez avoir un paiement à faire pour environ 225 $ pour vos frais de scolarité. Si vous regardez le module 2, qui est hiver 23, et le module 3, qui est hiver 23, donc vous avez deux modules, mais seulement une session qui tombe à la même session administrative. Donc, un autre paiement, mais pour les deux modules jumelés ensemble. C'est un peu ça le principe, la différence, l'explication.
Excellent. Donc, quatrième session, vous avez le cours Analyse de risque en assurance des entreprises. Donc, après avoir compris ce qu'était l'assurance des entreprises, on vous familiarise avec toute la notion d'informatique, de souscription rattachée à l'assurance des entreprises. Vous avez également l'assurance responsabilité civile des entreprises. Donc, dans un contrat d'assurance, il y a toujours deux sections. Il y a la section biens et la section responsabilité civile. Responsabilité civile étant les dommages que vous pourriez causer aux autres. Donc, c'est un cours qui est axé uniquement sur la responsabilité civile des entreprises. Ensuite de ça, vous avez donc le troisième cours d'anglais, donc interaction d'affaires en anglais en assurance de dommages. Et vous avez finalement le cours prise en charge de sa carrière. C'est un cours dans lequel on revoit la majorité des enseignements qui ont été faits au courant de la session pour pouvoir vous permettre d'aller enfin passer vos examens à l'Autorité des marchés financiers. Et dans ce cours-là aussi, on vous prépare justement à faire votre recherche d'emploi. On organise, certaines années, on a eu la chance d'organiser de très beaux salons de l'emploi qui sont un happening qui est assez couru, je vous dirais, par les employeurs de la région. Malheureusement, dans les 2 dernières années, avec la pandémie, on n'a pas été en mesure d'organiser ce salon de l'emploi-là, mais autrement, c'est quelque chose qu'on fait en toute fin de cohorte et de session. C'est un cours qui est vraiment destiné là, à vous préparer pour le début de votre carrière. J'ai vu une petite question apparaître, je pense, en bas de Selena. Est-ce que ça se peut ou... Non? Oui, oui. Oui, oui. Je t'écoute. Dans le fond, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un stage qu'on doit faire avec le dernier cours ou c'est vraiment une planification? En réalité, on vous prépare à justement aller passer vos examens à l'Autorité des marchés financiers. Et une fois les examens de l'Autorité des marchés financiers réussis, là, vous êtes autorisé à faire un stage de 45 jours pour éventuellement avoir votre vrai permis de pratique. Donc, ce stage-là de 45 jours se fait chez votre employeur, qui se fait un plaisir de vous offrir un stage de 45 jours et de façon normale de vous rémunérer en conséquence. Parfait. Ça répond à votre question? Oui, merci. Désolé. Donc, on va continuer. On va vous parler de l'information sur la profession. Avant ça, je vais commencer par justement un petit vidéo. Ce ne sera pas très long. Je vais partager ça. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Mm-hmm. Oui, parfait. Ce ne sera pas très long, je m'excuse. Ça charge.
ça représente, la vidéo, ça a été fait par la Coalition en assurance de dommages. C'est une source d'information intéressante à aller consulter. Donc, si vous allez sur le site web de la Coalition en assurance de dommages, vous allez retrouver d'autres informations en lien avec toutes les professions dont on va vous parler là, tantôt. On a tantôt mentionné aussi l'Autorité des marchés financiers. Donc, si vous allez sur le site web de l'Autorité des marchés financiers, dans la section Devenir professionnel, vous allez avoir l'information aussi sur le processus, parce que c'est bien d'avoir l'attestation d'études collégiales, mais par la suite, vous avez un processus à remplir d'examen et de stage là, dont François vous a mentionné tantôt. J'ai été chercher des données qui proviennent de Service Québec, du site du gouvernement du Québec sur les perspectives d'emploi 2021-2025 dans le secteur de l'assurance. Principalement, ces statistiques-là, j'ai été les chercher pour agents et courtiers là, en assurance. Vous pouvez aller sur le site là, qui est mentionné en bas, québec.ca, emploi, / métier profession et vous pouvez, pour les gens qui le désirent, là, aller chercher l'information aussi pour l'expert en sinistre. Comme on voit, autant pour l'ensemble du Québec que pour les Laurentides, le taux de placement, les perspectives d'emploi là, sont très bonnes. Souvent, là, on peut penser à un 90% et plus de taux de placement. Vous voyez, c'est au niveau des salaires horaires, donc on y va au minimum, maximum, mais dans la vidéo, vous avez pu voir aussi que vous pouvez aller chercher des salaires même qui sont plus élevés que ça. Parce que, François, j'aurais envie de me parler un petit peu, que tu nous parles un peu, là, parce qu'il y a quand même des beaux avancements qu'on peut obtenir dans le secteur de l'assurance. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Oui, bien évidemment, absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est que à cause justement de la rareté de main-d'œuvre, présentement, il y a des postes à pourvoir. C'est incroyable dans le domaine de l'assurance de dommages. Fut un temps où on me demandait, écoute, je sors de l'école comme expert en sinistre, je vais pouvoir travailler sur la route dans combien de temps? Je vais pouvoir régler des dossiers importants, des dossiers intéressants dans combien de temps? Ma réponse, c'était, écoute, il va falloir que tu sois patient, il va falloir que tu fasses du bureau, puis régler des petites réclamations, puis des accrochages, puis des bris de vitre avant d'aller régler des réclamations sur la route. On parlait d'environ 3, 4, 5 ans d'expérience avant de pouvoir commencer à penser sortir. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je me surprends des fois à faire affaire présentement avec certains de mes anciens étudiants de l'année passée ou de l'autre année d'avant qui sont en train vraiment de se faire confier des mandats vraiment super intéressants. Donc, entrer dans cette profession-là, évidemment, présentement, il y a beaucoup d'accessibilité, les jobs sont intéressantes, les postes sont intéressants, mais il y a beaucoup de possibilités également d'avancement. Pour ceux et celles également qui aiment travailler et de vendre des produits, bien évidemment, on sait que la vente, c'est très stimulant, mais ça peut également être très rémunérateur lorsqu'on est bon, lorsqu'on fait des bons chiffres et tout ça. Et rentrer dans l'industrie par la base, donc comme agent d'assurance, comme courtier d'assurance ensuite, faire du service à la clientèle, donc monsieur, madame qui appelle pour changer son véhicule un jeudi après-midi. Donc, on change son véhicule, on lui fait une nouvelle soumission d'assurance, on lui propose des nouveaux produits. On peut faire ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. On peut faire ça toute notre vie si c'est ce qu'on aime faire. Mais il y a des postes de chef d'équipe, il y a des postes ensuite de ça de formateur, il y a des postes de direction qui s'ouvrent et je regardais tantôt les salaires qui étaient indiqués. J'aurais tendance à dire que effectivement, c'était tout à fait réel ce qu'on voyait là. Et quelqu'un qui a l'ambition d'évoluer dans une compagnie d'assurance ou encore dans un cabinet de courtage ou encore comme expert en sinistre, eh bien, il y a de la place en masse parce que
il y a beaucoup de gens dans la profession actuellement qui sont plutôt âgés. Et donc, il y a des très, très belles possibilités d'avancement dans tout ce que vous déciderez de vouloir faire, là, comme je vous dis, soit comme agent, soit comme courtier ou soit comme expert en sinistre. Voilà. Merci. Dans le fond, suite à l'attestation d'études collégiales, comme on le mentionne, vous avez agent, courtier en assurance, vous avez expert en sinistre et vous avez aussi un autre poste là, que vous pouvez occuper qui est souscripteur. Au niveau de Françoise, pourrais-tu nous parler, dans le fond, quelle est la différence entre un agent et un courtier en assurance? Parce que je pense souvent les gens se posent la question. Et on a parlé un peu de l'expert en sinistre, mais un souscripteur, qu'est-ce que ça fait aussi un souscripteur dans le secteur de l'assurance? Parfait. Donc, le courtier d'assurance, lui, ne travaille pas pour une compagnie d'assurance, il travaille pour le client et il représente plusieurs compagnies d'assurance. Donc, le rôle d'un courtier d'assurance, c'est de prendre les besoins de son client et de lui trouver le produit adapté, donc la bonne police d'assurance à la bonne prime chez plusieurs assureurs avec lesquels il fait affaire. Normalement, pour être considéré comme un courtier d'assurance, il faut être capable de faire 3 offres différentes à son client. Donc, un courtier d'assurance va, exemple, avoir comme compagnie d'assurance avec qui il peut faire des affaires Intact Assurance, Aviva, Economical, l'Unique. Donc, c'est des compagnies qu'on connaît peut-être un peu moins parce qu'ils font moins de publicité directement au public, à part peut-être Intact Assurance. Mais donc, le rôle du courtier, c'est de travailler pour son client et de lui trouver le produit adapté à travers plusieurs compagnies d'assurance. L'agent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler pour la compagnie d'assurance et il va donc pouvoir offrir à un client potentiel les produits d'un seul assureur. Donc, un agent va travailler, exemple, pour Desjardins. Quand vous appelez chez Desjardins pour assurer votre voiture puis que vous parlez avec un agent, bien évidemment, l'agent a un seul produit à vous offrir, c'est celui de son employeur Desjardins. Donc, le courtier, l'agent va faire essentiellement le même travail, mais le courtier travaille pour le client et est multi-assureur, alors que l'agent travaille pour un assureur et distribue les produits d'un seul assureur. L'expert en sinistre, on en a parlé, ça le dit. Puis, il y a aussi le travail donc de souscripteur. Le souscripteur, lui, c'est celui qui travaille pour la compagnie d'assurance et qui détermine les règles et qui détermine surtout si quelqu'un ou quelque chose est assurable ou pas. Donc, je vous donne un exemple. Moi, comme courtier d'assurance, quelqu'un m'appelle pour assurer sa voiture et je lui pose la question, est-ce que tu as un dossier criminel? Il me répond oui. Je lui pose plus de questions sur quel est son dossier criminel. Ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais soumettre le dossier à un souscripteur chez la compagnie d'assurance. Et le souscripteur, lui, son travail, ça va être de déterminer si oui ou non il souhaite assurer le client et si oui, de quelle façon il souhaite assurer le client. Donc, c'est un peu ça le rôle d'un souscripteur. Et le rôle d'un courtier, c'est de travailler pour son client puis trouver la police qui est adaptée. Voilà. OK. Merci. Donc, je vais parler un petit peu de ce qu'il y en est au niveau de AMF, donc Autorité des marchés financiers. À la suite de votre formation, vous allez devoir aller passer des examens. Donc, pour tout dépendant de ce que vous voulez faire. Les examens vont être différents. C'est pour ça que tantôt, je vous ai référé là, au site de l'Autorité des marchés financiers en fonction de quel type de permis là, vous désirez avoir. Le nombre d'examens peut varier. Donc, je vous laisse là, aller consulter le site web. Donc, une fois que vous êtes presque à la fin de votre attestation d'études collégiales, nous, on envoie là, à l'Autorité des marchés financiers, on vous fait une lettre pour dire que vous êtes en voie de réussite de votre attestation d'études collégiales. Par la suite, on a parlé un peu du stage tantôt, du stage probatoire.
hein, parce que le stage probatoire, c'est ça, de 6 à 12 semaines en fonction de la discipline. C'est ça, par la suite, qui va déterminer l'obtention du permis. On pourrait l'appeler le permis de pratique. On pourrait peut-être le nommer de cette façon-là, de votre certificat de représentant. Je vous ai mis tantôt, je vous parlais des 2 sites web, vous les avez à l'écran pour, dans le fond, aller chercher davantage d'informations. On a toujours un représentant de l'AMF qui vient vous parler, là, rendu au 3e module, pour vous expliquer là, tout le volet là, inscription aux examens et ce que vous allez devoir fournir aussi là, par la suite pour ces inscriptions-là. Je vais vous parler un peu de présence au cours. Donc, les enseignants prennent les présences là, à chacun des cours. Plus vous êtes présent à vos cours, hein, c'est ça qui va déterminer votre réussite aussi, votre réussite du programme et la réussite de vos cours. Pour les gens qui sont supportés par Service Québec, qui obtiennent un soutien du revenu, nous, une fois par mois, on doit là, envoyer les absences des gens à Service Québec. Donc, normalement, c'est une entente que vous avez avec eux là, qui vous font signer un consentement de transmission de ces informations-là. On va vous parler là, éventuellement quand la rencontre d'accueil aussi, bon, si vous êtes absent à un examen, comment ça fonctionne pour la reprise des examens. Tout est régi par des politiques quand même au collège. Fait que ça, on vous l'explique là, la première journée de la formation. Sachez que pour une personne qui suit ses cours, qui est présent, qui met les efforts et que malgré ça, des fois, il y a des difficultés qui persistent, nous, le Cégep, on est quand même fort au niveau de mettre des mesures d'aide pour vous aider dans votre réussite. Donc, on fait, là, les enseignants, on a quand même un beau travail d'équipe avec les enseignants là, pour la réussite des étudiants. Fait que des fois, on peut vous offrir du tutorat par les pairs, ça peut être du tutorat aussi avec des enseignants. On ne vous laisse pas tomber, mais en autant là, que vous avez fait votre travail d'étudiant auparavant, là, qui était d'être présent à vos cours pour bien comprendre là, les notions enseignées. Je vais poursuivre avec l'admission. Est-ce que pour le moment, il y a des gens qui ont des questions sur ce qu'on nous a parlé, la profession, le processus d'entrée dans la profession? Non? OK. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat. OK. Donc, au niveau de l'admission, on a 30 places maximum pour le programme. Comme je vous ai expliqué au début de la rencontre, vous devez répondre aux conditions générales d'admission. Si on a au-delà de 30 personnes, à ce moment-là, on va créer une liste d'attente. Pour déposer votre demande d'admission, vous devez la déposer par le SRAM. Le SRAM, qui est le Service régional d'admission Montréal métropolitain. Vous avez à l'écran l'adresse web pour votre admission. Dès demain, vous pouvez aller faire votre demande d'admission et jusqu'au 5 août. Donc, nous, on ne regarde pas avant le 5 août, on ne regarde pas les dossiers. Le 5 août, le SRAM va nous envoyer la liste des étudiants là, qui ont déposé une demande d'admission. Et normalement, on va vous donner là, une réponse. La date va suivre dans la prochaine là, diapo. Là, je vais vous donner toute la série de dates là, à retenir. Quand vous allez sur le site du SRAM, c'est important d'aller cliquer sur soumettre une demande d'admission et d'aller dans la section formation continue. Parce que vous avez candidat régulier et formation continue, toutes les attestations d'études collégiales se retrouvent dans formation continue. On va vous demander aussi de joindre des documents. Donc, vous déposez là, directement sur le site web du SRAM les documents comme un curriculum vitae. Nous, ça nous donne une idée un peu du parcours que vous avez fait en termes d'emploi. Pas nécessairement besoin d'avoir travaillé dans le secteur. Hein. La majorité des gens, c'est un retour aux études pour un nouveau secteur. On va vous demander une photocopie de votre certificat de naissance et vous allez devoir payer des frais de 30 $ pour le traitement de votre demande.
tant que vous n'avez pas fourni tout ce que je viens de vous dire, votre dossier ne sera pas envoyé au Cégep. Donc, c'est important là, de compléter vraiment votre demande là, jusqu'au bout. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, ils vont vous demander des informations supplémentaires comme certificat de naissance et preuve là, de résidence de citoyenneté canadienne. Les dates à retenir, donc, comme je vous dis, à partir de demain, vous pouvez déposer votre demande d'admission. On va, dans le fond, vous donner une réponse si vous êtes admis au plus tard le 25 août. Donc, les gens qui déposent une demande d'admission entre le 22 juin et le 5 août, vous avez priorité pour l'admission. Les gens qui déposeraient leur dossier entre le 6 août et le 7 octobre, donc là, ça va vraiment être, s'il nous reste des places disponibles, on va pouvoir admettre ces gens-là. C'est un peu l'information qu'on avait à vous donner ce soir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions supplémentaires sur la rencontre, sur les études collégiales? J'ai une petite question dans le chat que je vais aller voir. OK. Dans le fond, là, je n'ai pas vu si ça fait longtemps. Non, ça ne fait pas longtemps que la question a été posée. Donc, pour le volet expert en sinistre, François, peut-être que tu pourrais répondre. Pour le volet expert en sinistre, les emplois disponibles seulement avec les compagnies. Est-ce que c'est seulement avec les compagnies d'assurance? Bien, majoritairement, les experts en sinistre sont effectivement chez les assureurs, mais il y a également des firmes d'experts en sinistre indépendants qui engagent des experts en sinistre. Donc, quand les compagnies d'assurance ont trop de demandes de réclamation et qui ne peuvent donc pas fournir à l'interne, ils vont donner des réclamations à l'externe à des firmes justement d'expertise de sinistre. Donc, l'expert en sinistre peut travailler bien sûr pour la compagnie d'assurance, mais il peut travailler également pour des firmes d'experts en sinistre indépendantes. Il y a également des courtiers d'assurance qui ont leurs propres experts en sinistre. Donc, pour répondre à la question, la réponse c'est non. Il n'y a pas que les assureurs qui embauchent des experts en sinistre. J'espère que ça répond bien à la question. Oui, il y a une autre question que savoir. J'aurais aimé savoir les 3 principales pages du métier d'expert en sinistre. Le rôle d'un expert en sinistre, en réalité, d'abord, c'est de prendre état de la réclamation, de s'assurer que la police d'assurance, elle est valide. Ensuite de ça, l'expert en sinistre doit vérifier si la perte, elle est recevable par le contrat d'assurance. Et ensuite de ça, donc, c'est régler la perte, indemniser l'assuré. Tout au long de ça, bien évidemment, un expert en sinistre doit faire preuve d'empathie, doit s'occuper très bien de son client, bien communiquer l'évolution du dossier, parce qu'il faut comprendre qu'on fait affaire avec des gens souvent qui sont en situation précaire ou encore les gens sont anxieux, sont nerveux. Alors, c'est un peu, si on veut, le rôle de l'expert en sinistre. OK. Et dans le fond, il y a une sous-question à ça. C'est quoi la division du travail par rapport au terrain, bureau, remplir des documents? Est-ce que tu es... Toujours pour l'expert expertise en sinistre, oui. Bon, c'est sûr que, comme je le disais tantôt, les premières années, je dirais là, bon, actuellement, le premier 12 mois, là, 12 à 18 mois, c'est un travail essentiellement de bureau où le rôle est de répondre donc à des clients sinistrés et de les épauler donc dans le règlement de leurs réclamations, mais ça se fait de façon générale à distance. Donc, au début, on va travailler sur des plus petites réclamations. Donc, comme je le disais tantôt, des accrochages de pare-chocs, des accidents automobiles, ça peut être une réclamation mineure au niveau de l'assurance habitation. Donc, au départ, c'est du travail 100% de bureau, mais on est toujours, je vous dirais, en interaction avec les clients là, à essayer de régler les réclamations.
Plus tard, ben là, lorsqu'on est un petit peu plus expérimenté, là, on va avoir du travail de terrain à faire. Et là, évidemment, là, la journée se divise entre aller rencontrer des clients, s'asseoir à son bureau, réfléchir, trouver dans le contrat d'assurance qu'est-ce qui est payable, qu'est-ce qui n'est pas payable, où sont les exclusions, faire préparer les chèques, faire des rapports de règlement de réclamation. Donc, après quelques années, là, ça peut être un poste là, 33 sur la route, 33 à réfléchir et 33 à parler au téléphone avec des clients ou des fournisseurs. OK, merci. Dans le fond, j'ai une autre question dans le chat. Je vais y revenir. Je voudrais donner mes coordonnées si vous avez des questions là, sur votre dossier plus personnel ou des questions qui vont survenir là, peut-être après la rencontre. Mon adresse courriel, je l'ai mis dans le chat. C'est cbouchard, pas de D, CBOUCHAR, à commercial, CSTJ.qc.ca et mes coordonnées téléphoniques qui sont le 450-436-1580 le poste 1615. Que je vais vous mentionner que je vais arrêter l'enregistrement. Merci. Bonne soirée. Merci.